Est-ce que les maisons d'édition vous manipulent? Là est la question. Et oui, aujourd'hui tout nouveau format sur la chaîne YouTube. Un format analyse en fait, où on va tenter d'analyser des stratégies marketing que mettent en place les maisons d'édition. Et moi je vais apporter un petit peu une analyse autour de ça, une expertise, pour voir si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur, pour tenter un peu de tâter le terrain sur le futur de ces maisons d'édition. Et ça va nous permettre, toi comme moi, de nous rendre compte un peu de tout ce qu'il y a derrière les backgrounds, vraiment d'aller vraiment en profondeur. Bref, je sais pas comment introduire cette vidéo. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je vais vous présenter deux stratégies marketing différentes, avec aussi deux maisons d'édition qui sont tout aussi différentes. Mais avant que je commence la vidéo, on est bientôt aux 20 000 abonnés, ou peut-être on vient tout juste de les dépasser, mais bref, dans tous les cas, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire d'ores et déjà. Merci à ceux qui le feront, et aussi merci à ceux qui le sont depuis le début. N'hésitez pas à en mettre en commentaire depuis quand tu es abonné à la chaîne, je serais curieux de savoir. Allez, on va commencer par une maison d'édition qui est assez jeune dans le game, puisqu'elle a soufflé sa première bougie assez récemment. On va parler évidemment de Mangetsu. Et oui, Mangetsu est une tout jeune maison d'édition qui s'est lancée dans le domaine du manga, un milieu qui est extrêmement saturé où il y a déjà des mastodontes qui prennent une place immense. Donc, quand tu dois t'introduire dans un marché qui est ultra concurrentiel comme le manga, tu dois arriver avec des idées novatrices, avec un concept fort, avec une direction artistique aussi impactante, et plein de choses pour vraiment t'affirmer dans ce secteur. Pour ce faire, ils ont dû proposer des licences fortes, mais aussi un savoir-faire en termes de production qui est tout aussi fort. Et il y en a qui savent, quand on cite Mangetsu, on pense tout de suite à la collection des Junji Ito. Cette fameuse collection où Mangetsu reprennent les plus grands chefs-d'œuvre de Junji Ito et les adaptent en version manga assez premium, puisqu'on est sur du hardcover, on a un lettrage qui est doré, bref, on a vraiment des beaux livres, et en plus on a une collection qui se suit, avec des lettrages toujours différents, mais avec une dorure, avec un personnage aussi, à chaque fois en bas, avec un pantone au-dessus qui se répète, bref, on est sur une belle collection. Mais Mangetsu ne s'est pas reposé uniquement sur cette collection, qui d'ailleurs a très bien marché, mais aussi Mangetsu a réussi à imposer des shonen alors méconnus en France, tels que Aohashi et Shiruran, et c'était quelque chose de très important pour la marque, de s'assurer que ces licences fonctionnent correctement, puisque comme ce sont des licences longues avec beaucoup de tomes, c'est des licences qui vont pouvoir apporter des revenus sur le long terme pour la maison d'édition, puisqu'ils vont vendre pas mal de tomes pendant pas mal de temps. Mais si je vous parle de Mangetsu aujourd'hui, c'est vraiment pas pour vous parler de leurs choix éditoriaux, de comment ils mettent en marché leurs mangas, de comment ils les éditent, mais je vais vous parler plus de leur stratégie de contenu. Le 27 janvier 2021, la première vidéo de la chaîne YouTube Mangetsu fait son apparition. On peut y découvrir Sullivan Ruo, le directeur de collection chez Mangetsu. Il nous présente tout simplement les gros titres à venir chez Mangetsu, comme par exemple Aohashi, mais aussi Pandora Detective Agency et le Mandala de Feu. Et ce sera pas la première ni la dernière fois qu'on va associer la tête de Sullivan au contenu de Mangetsu, parce qu'en effet il va revenir très régulièrement sur cette chaîne YouTube pour nous présenter les futures licences de Mangetsu tout simplement. D'ailleurs, pour revenir à cette première vidéo, le ton est donné. On y découvre un personnage très bienveillant qui a l'air de connaître son sujet sur le bout des doigts et en plus qui est assez transparent, puisque même dans cette première vidéo, on peut voir des ébauches sur la direction artistique de Mangetsu avec des logos différents, avec des couleurs différentes. Bref, c'est très intéressant pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut le coup d'aller voir. Et c'est ce mélange de facteurs qui fait que selon moi, on s'attache beaucoup à ce personnage-là. Puis Mangetsu et Sullivan continuent dans cette lancée, puisque au moment où leurs mangas paraissent en librairie, ils lancent le Tsukimi, une émission en live diffusée le jour de la pleine lune. Alors oui, ils font rien à moitié, Mangetsu ça veut dire pleine lune, et Tsukimi c'est un peu ce qu'on pourrait dire l'observation de la pleine lune. En termes de branding, rien n'est laissé au hasard chez Mangetsu. Je vais pas vous faire les détails de la mission, mais c'est assez simple. Au début, Sullivan va nous présenter les licences qui viennent d'arriver tout juste en librairie, ensuite on a une interview de l'invité, puis ensuite une petite capsule à la fin pour nous annoncer une nouvelle licence chez Mangetsu. Donc tout ce qui est vidéo YouTube, live, c'est ce qu'on pourrait appeler du marketing de contenu. Mangetsu met à disposition gratuitement ses contenus, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ensuite la communauté va découvrir ces contenus, va en apprendre plus sur les licences et ça va forcément influencer au niveau de leurs achats parce qu'ils vont peut-être acheter des mangas qu'ils n'auraient pas forcément voulu acheter dès le début. Ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour de nombreuses personnes. Mais est-ce que cette stratégie est gagnante? Pour moi, Mangetsu a réussi là où beaucoup de maisons d'édition échouent en ce moment. Et c'est fou parce que Mangetsu est assez jeune et n'a pas des gros budgets, comme par exemple, et je m'excuse pour eux de les prendre en exemple, mais comme Kurokawa et Glénat.
En effet, ces deux dernières maisons d'édition ont une stratégie assez similaire aussi. Ils font des lives, sauf que eux, ils n'ont pas un représentant fort. Ils doivent faire appel régulièrement à des influenceurs. Le problème, c'est que ça marche pas très fort, faut se le dire. Et c'est fou de se dire ça parce que le budget de Glénat et le budget de Kurokawa, à côté de Mangetsu, il est 10 fois plus gros. Et si on se base sur les chiffres, vous pouvez voir que les rediffusions de live de Mangetsu se basent entre 1000 et 2000 vues, alors que les rediffusions de Glénat et de Kurokawa peinent à dépasser les 300 vues. Alors disclaimer, on n'est pas sur une compétition de qui c'est qui a la plus grosse, mais on comprend assez directement que la stratégie de Mangetsu de mettre en avant une figure forte et vraiment associée à la maison d'édition est plus intéressante que de faire appel à des influenceurs qui n'ont pas forcément une identité, une attache à la maison d'édition. Parce que oui, Sullivan est un porte-parole interne à la maison d'édition, alors que les influenceurs, c'est des porte-paroles externes. Mais cette stratégie a quand même une faille assez importante, et vous vous en doutez, si Sullivan quitte du jour au lendemain Mangetsu, ça va être très dur pour cette maison d'édition de reconstruire tout ce qu'elle a bâti. Donc on espère pour eux que Sullivan restera longtemps à leur côté. Mais ça, j'en doute pas. Mais bon, c'est bien d'avoir des bons porte-paroles, mais aussi il faut que le contenu soit intéressant, et selon moi, les vidéos, les Tsukimi de Mangetsu sont plutôt intéressantes parce qu'il y a toujours des petites surprises, des petites choses qu'on apprend. Les personnes qui passent en entrevue sont intéressantes, c'est pas des personnes qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, donc on découvre à chaque fois des nouvelles choses. Bref, Mangetsu a réussi son coup en termes de stratégie de contenu, et arrive à faire bien mieux que des maisons d'édition installées depuis très longtemps. Comme quoi avoir un gros budget c'est important, oui, mais ça ne fait pas tout. Allez, on change de maison d'édition, maintenant on va parler de Kazé. C'est le 6 septembre 2019 qu'une annonce fait trembler le manga game. Crunchyroll rachète une énorme partie de Viz Media Europe et devient l'actionnaire majoritaire. Autrement dit, c'est les boss. Et Viz Media Europe détient Kazé. Kazé, une maison d'édition installée depuis plus d'une trentaine d'années en France, qui a des titres majeurs tels que Hokuto no Ken, Rainbow, Kigami, bref, j'en passe. Et faut dire que ce rachat a changé beaucoup de choses pour Kazé, puisque pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais derrière Crunchyroll, il y a Sony. Sony qui a un gros portefeuille, faut le dire. Donc j'imagine que le budget de Kazé a décuplé, et ça s'est ressenti fortement. Déjà, on a pu voir l'acquisition d'énormes licences telles que Mashle ou encore Kaiju No. 8, mais la communication autour de ces licences ont été extrêmement fortes. Des services presse énormes pour Kaiju No. 8 et Mashle, une communication média aussi très puissante. On a pu voir l'énorme Kaiju No. 8 sur la façade de la BNF. Bref, à chaque fois, Kazé voulait marquer le coup de ces nouvelles licences. Et c'est pourquoi Kaiju No. 8 a été l'un des plus gros lancements en France d'un manga. C'est un manga qui a été tiré à plus de 250 000 exemplaires, c'est énorme pour un manga, on n'a pas vraiment de chiffre exact, mais c'est le tome 1 de manga le plus vendu lors de son premier mois d'existence. Et pour reparler de la BNF, c'est une communication qui a vraiment dépassé le secteur des médias traditionnels de manga, puisqu'on a pu le voir, le Huffington Post en parler, BFM TV, bref, des gros médias en parler, qui ont touché une audience plus large que les fans de manga. Et ça, c'est le genre de grosses actions qui peuvent vraiment peser sur la balance quand on doit argumenter pour acquérir des licences au Japon. Alors oui, pour faire simple, les maisons d'édition françaises doivent acheter les droits d'une licence au Japon pour l'imprimer, ça paraît logique. Mais il suffit pas juste d'aller voir les maisons d'édition japonaises, dire je veux tel manga, tenez mon chéquier, tenez cette somme et voilà j'ai le manga. Non, ça suffit pas, il faut aussi avoir des arguments sur la mise en vente de ton manga. Il y a aussi d'autres concurrents, d'autres maisons d'édition qui veulent acquérir ces droits là, donc il faut montrer que tu as un plus gros chéquier et que tu as aussi une plus grosse force pour mettre en marché le manga. Et c'est le genre d'action forcément qui plaît aux éditeurs japonais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Manon, une éditrice de chez Pika. Mettre une affiche sur le haut de la BNF, ça joue aussi. Ah et là pour le coup, je parle pas de vois. Pika, Non, malheureusement, non, mais c'est vraiment des choses c'était beau. qui font que l'éditeur au innovant. Japon se dit ah ouais, Ah, ils blaguent pas. Ils blaguent pas, ouais, voilà. Ils vont veulent. jusque là quoi. Donc oui, maintenant, Kazé est au top du top des éditeurs. Ils signent les licences les plus hype, ils mettent en marché des mangas avec des moyens faramineux, ce qui fait que leurs plus grosses licences sont à chaque fois des très gros succès commerciaux. Mais pour encore plus enfoncer le clou, ils ont réussi à acquérir l'une des plus grosses licences, l'une des licences les plus attendues en France, Dan Da Dan. Oui, t'as forcément dû entendre parler de ce manga, c'est l'un des mastodontes du Shonen Jump Plus. Le Shonen Jump Plus, c'est la version numérique du Weekly Shonen Jump.
Le Weekly Shonen Jump, c'est le magazine de prépublication de manga le plus populaire au Japon, qui détient des titres tels que One Piece et qui a vu passer Bleach, Naruto, Dragon Ball Z, Rokudenashi Blues, bref, plein de mangas. Et comme si ça ne suffisait pas comme annonce, un petit peu après, Crunchyroll a annoncé que Kazé deviendra Crunchyroll. Et oui, en effet, bye bye Kazé, on récupère en effet le nom et le logo du papa Crunchyroll. C'est une annonce majeure puisque Kazé va changer de nom après 30 ans d'existence. C'est totalement fou, mais c'était assez prévisible. En effet, ça a pris du temps puisque quasiment 3-4 ans se sont passés après le rachat, mais bon, voilà, c'est la paperasse et les choses vont un petit peu lentement, même si je pense que ça devait arriver plus vite. Mais là, ils l'ont annoncé en juin 2022 et ça a été une annonce fracassante. Et t'as dû le voir passer aussi, mais la licence Dan, qui est, je le rappelle, la licence la plus attendue en France, va être publiée sur le label Crunchyroll et non pas sur le label de Kazé. Et ça va être l'une des premières pierres à l'édifice que va devoir faire Crunchyroll pour faire le rebranding de Kazé. Parce que oui, un changement de nom, c'est jamais simple. Changer le nom d'une entreprise, changer le logo d'une entreprise, ça nécessite une communication extrêmement importante, notamment en termes d'impression. Faut faire comprendre aux consommateurs que Kazé n'existe plus, que c'est Crunchyroll, mais que Crunchyroll c'est lié à Kazé, bref c'est un casse-tête monstrueux, et en plus il y a tout l'historique à refaire, parce que oui on n'a plus la force et la puissance de l'histoire de Kazé, et maintenant on part vraiment de zéro, et en plus de ça Crunchyroll est vachement associé comme un service de streaming d'animé, plutôt que comme une maison d'édition papier. C'est pourquoi la stratégie de commencer avec un manga très attendu tel que Dan est une bonne stratégie. Et je n'en doute pas que Dan ne sera pas la dernière grosse licence de la marque et qu'ils vont essayer d'acquérir toujours plus de grosses licences pour asseoir vraiment la domination Crunchyroll dans le manga game français. D'ailleurs, je vais faire quelques prédictions sur le futur de la marque Crunchyroll. Déjà, vous avez vu la promotion pour Mashle et pour Kaiju Number 8, je pense que la promotion pour Dan va être 2 fois plus puissante. Bon alors je vais pas essayer de deviner quel bâtiment ils vont refaire ou quelle action marketing ils vont faire, mais ce qui est sûr c'est que leur communication va être énorme. Le manga est prévu pour le 5 octobre en France, et je peux vous dire qu'en septembre on va en entendre parler de Dan. D'ailleurs j'imagine qu'il y aura une grosse campagne de rebranding qui va être peut-être lancée en même temps, avec des services presse envoyés aux influenceurs, des lives, une grosse communication papier, mais aussi des plus grosses communications pour rejoindre un public beaucoup plus large. Parce que les ambitions de Crunchyroll, ce n'est pas uniquement le marché actuel du manga, c'est bien plus que ça. Parce qu'ils ont les moyens et les sous pour aller chercher plus que ça. D'ailleurs, vraiment, j'imagine que le service presse de Dan sera monstrueux. Vraiment, les influenceurs qui collaborent déjà avec Kazé, vous allez voir, vous allez recevoir des trucs de fou, c'est sûr et certain pour Dan. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver pour ça. Et oui, ce rebranding est très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ce que Kazé Crunchyroll nous réserve parce que ça va être totalement fou. D'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à faire tes prédictions sur ce rebranding en commentaire. Je serais curieux d'avoir vos avis. Et puis en plus, le 5 octobre, on pourra se retrouver en dessous de la vidéo pour voir qui avait raison ou pas. Voilà, c'était les deux maisons d'édition dont je voulais vous parler aujourd'hui. Deux stratégies de marketing assez différentes, une stratégie de contenu assez modeste qui performe vraiment mieux que des gros mastodontes et justement un gros mastodonte qui assoit encore plus sa puissance sur le marché du manga français. J'espère que j'en ai pas perdu certains sur mes explications, c'est des vidéos qui sont assez complexes à réaliser, assez dures aussi à tourner, donc veuillez m'excuser si vous avez perdu un peu le fil. C'était en plus le premier format du genre, donc je suis pas très habitué à faire ce genre de vidéo. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo ou s'il y a des choses que je pourrais améliorer. J'aimerais bien avoir vos retours sur ce sujet. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, de lâcher le petit like, je vous le demande pas assez souvent, mais voilà, un petit like, surtout les viewers de l'ombre là, si tu mets jamais de like, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Bref, c'était un viewer, on se retrouve la semaine prochaine ou pas pour une nouvelle vidéo. Ciao.